La France a engagé dans la Première Guerre mondiale une gamme impressionnante d'armes automatiques, des mitrailleuses lourdes aux fusils automatiques expérimentaux, en passant par des systèmes aériens spécialisés et des prototypes d'avant-garde. Cette vidéo passe en revue chaque arme collective et automatique importante que l'armée française a déployée ou testée sur le champ de bataille, des tranchées de la Marne au cockpit des escadrilles de chasse. Commençons par les mitrailleuses lourdes. Commençons par le Hotchkiss M1900, l'ancêtre direct de toute la lignée Hotchkiss. Développé à la fin du XIXe siècle par la manufacture d'armes Hotchkiss basée en France, ce système à gaz fonctionnait grâce à un mécanisme d'alimentation par bande métallique rigide d'une conception ingénieuse pour l'époque. Chambré en 8 mm Lebel, il affichait une cadence de tir modérée mais fiable. Bien que rapidement supplanté par des modèles plus perfectionnés, le M1900 posa les bases techniques de toute la famille Hotchkiss. Un précurseur fondamental, parfois sous-estimé, mais sans lequel le véritable cheval de bataille de la France n'aurait jamais existé. Le Hotchkiss M1914 est sans conteste la mitrailleuse la plus emblématique de l'armée française durant la Grande Guerre. Alimenté par des bandes métalliques rigides de 30 cartouches en 8 mm Lebel, ce système à gaz refroidi par air s'imposa comme le véritable cheval de bataille des poilus dans les tranchées. Robuste, fiable dans la boue et la poussière, il inspira une confiance absolue là où d'autres armes défaillaient. Sa cadence de tir d'environ 450 coups par minute garantissait une puissance de feu soutenue. Les Allemands eux-mêmes craignaient son tir régulier. Une légende de la guerre des tranchées, indétrônable. Le Hotchkiss Portative M1909, également connu sous le nom de Bennet-Mercier, représenta une tentative audacieuse de créer une mitrailleuse légère transportable par les fantassins. Chambré en 8 mm Lebel côté français et en .303 British pour les exportations, il utilisait les mêmes bandes rigides que ses homologues plus lourds. Son faible poids relatif en faisait un outil précieux pour les unités mobiles. Toutefois, son mécanisme délicat se révélait capricieux sous la pression du combat, notamment en conditions nocturnes. Adopté également par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce fut un pionnier du concept de fusil mitrailleur. Hotchkiss Aircraft Variant. Lorsque la guerre prit une dimension aérienne, la famille Hotchkiss s'adapta aux exigences du ciel. Les variantes aériennes du Hotchkiss furent montées sur de nombreux appareils français en début de conflit, offrant aux observateurs une capacité défensive tangible. Légèrement modifiées pour s'accommoder des contraintes de l'aviation, alimentation adaptée, affûts spéciaux, ces armes conservaient la fiabilité caractéristique du système à gaz Hotchkiss. Leur refroidissement par air convenait particulièrement bien à l'environnement à haute altitude. Si elles furent progressivement remplacées par des armes plus spécialisées, ces variantes constituèrent les premières dans de la défense aérienne française. Continuons avec le CSRG M1915 Chauchat, l'une des armes automatiques les plus controversées de toute la Grande Guerre. Conçu pour équiper rapidement les fantassins français d'un fusil mitrailleur léger, il fut produit en masse à un coût minimal. Son chargeur semi-circulaire en 8 mm Lebel et son mécanisme à canon recul l'ont fonctionné en théorie, mais en pratique, la boue des tranchées s'infiltrait par les fenêtres ouvertes du chargeur, provoquant des enrayages catastrophiques. Malgré ces défauts légendaires, des centaines de milliers d'exemplaires furent produits. Un cauchemar logistique, devenu paradoxalement l'un des symboles les plus reconnaissables de la guerre. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en 1917, l'armée américaine reçut des Chauchats rechambrés en .30-06 Springfield, une décision qui se révéla désastreuse. La cartouche américaine, plus puissante et à étui droit, était incompatible avec le mécanisme fragile du Chauchat. Les problèmes d'alimentation et d'enrayage se multiplièrent de façon spectaculaire, rendant cette variante encore moins fiable que l'original déjà imparfait. Les soldats américains la détestèrent ouvertement. Produite dans l'urgence pour combler un besoin critique, cette version .30-06 reste l'un des exemples les plus saisissants d'adaptation précipitée et mal maîtrisée de toute la Première Guerre mondiale.
Chauchat Aircraft Variant. Même dans les airs, le Chauchat tenta de trouver sa place. Des variantes adaptées pour usage aérien furent expérimentées sur certains appareils français, notamment comme arme défensive pour les observateurs. Cependant, les défauts intrinsèques du mécanisme, particulièrement sa vulnérabilité aux impuretés, devenaient encore plus problématiques en altitude où les températures extrêmes aggravaient les risques de dysfonctionnement. Ces variantes aériennes ne furent jamais adoptées à grande échelle. Rapidement écartées au profit d'armes plus adaptées à l'environnement aérien, elles représentent néanmoins une curiosité historique, témoignant de la volonté française d'exploiter chaque ressource disponible, même imparfaite. Le Saint-Étienne M1907 fut l'une des tentatives les plus ambitieuses et les plus problématiques de la France pour concevoir une mitrailleuse nationale indépendante de la technologie Hotchkiss. Fabriqué à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, il utilisait un mécanisme à gaz inhabituel fonctionnant par poussée plutôt que par recul. En théorie élégant, ce système s'avéra d'une fragilité redoutable en conditions de combat. Sensible à la poussière, capricieux par temps froid, il générait un véritable cauchemar logistique pour les armuriers de campagne. Malgré ses ambitions, le Saint-Étienne M1907 ne tint jamais ses promesses face aux exigences brutales des tranchées. La variante M1907T représenta une tentative directe de corriger les nombreux défauts du M1907 original. Modifiée pour les besoins des véhicules blindés et des positions fixes, elle intégrait des ajustements mécaniques destinés à améliorer la fiabilité du mécanisme à gaz problématique. Si certaines améliorations furent réelles, les défauts fondamentaux de conception demeuraient difficiles à surmonter entièrement. Utilisée à bord de véhicules blindés français comme les premiers chars Schneider, la M1907T offrait au moins une protection structurelle compensant partiellement ses lacunes mécaniques. Une bête rare, emblématique des compromis inévitables imposés par une guerre d'une intensité sans précédent. Le Puto APX M1905 occupe une place singulière dans l'histoire de l'armement automatique français. Développé à la manufacture d'armes de Puto, cet engin à refroidissement par air constituait l'une des premières tentatives françaises d'adopter un système mitrailleur réellement autonome. Son mécanisme, dérivé de principes différents de ceux des Hotchkiss et Saint-Étienne, témoigne de la richesse expérimentale de l'avant-guerre. Jamais adopté en grande quantité, il resta principalement un outil d'évaluation technique. Pourtant, les enseignements tirés de son développement influencèrent directement les choix doctrinaux français concernant les armes automatiques dans les années suivantes. Un précurseur discret mais non sans importance. Le Ribeyrolles 1918 automatique carbine incarne l'esprit d'innovation désespéré des dernières années de la Grande Guerre. Conçu par l'ingénieur Ribeyrolles, ce pistolet mitrailleur avant l'heure l'un des tout premiers au monde chambrait une cartouche intermédiaire spécialement développée, offrant une cadence de tir élevée dans un format compact. Destiné à armer les unités d'assaut d'infanterie pour les combats rapprochés, il offrait une puissance de feu inédite pour une arme individuelle. Mais les problèmes de fiabilité et l'armistice de novembre 1918 mirent fin à son développement avant toute adoption officielle. Un visionnaire tragiquement trop en avance sur son époque. Sutter Machine Rifle représente l'une des pages les moins connues de l'histoire des armes automatiques françaises. Conçu durant le conflit pour répondre aux besoins urgents d'armes légères automatiques, ce fusil automatique expérimental tenta d'allier maniabilité et puissance de feu soutenue. Son développement s'inscrit dans un contexte où la France cherchait fébrilement à doter ses unités d'infanterie d'un avantage décisif dans les combats de tranchées. Demeuré au stade de prototype ou produit en quantité très limitée, le Sutter ne connut jamais de déploiement opérationnel significatif. Il reste néanmoins un témoignage précieux de l'ingéniosité française sous la pression de la guerre totale. Meunier automatique rifle variant. Le fusil automatique Meunier, développé par l'ingénieur Assis Meunier avant même le début des hostilités, constituait techniquement l'une des réalisations les plus avancées de l'armement français de l'époque. Chambré pour une cartouche spéciale à haute vélocité,
Ce semi-automatique offrait une précision et une cadence de tir supérieures au Lebel conventionnel. Ces variantes expérimentales explorèrent différentes configurations d'alimentation et de mécanismes. Mais la priorité accordée à la production de munitions standard en 8 mm Lebel scella son destin. Seuls quelques milliers d'exemplaires furent produits. Une arme exceptionnelle, victime des réalités logistiques implacables d'une guerre industrielle totale. Vickers Aircraft Gun, French Service. La Grande-Bretagne et la France partageaient bien des fardeaux et certaines de leurs meilleures armes. Le Vickers Aircraft Gun, adopté par le Royal Flying Corps, fut également utilisé par les escadrilles françaises dans le cadre de la coopération interalliée. Refroidi à l'eau dans sa version terrestre mais adapté pour l'aviation, ce système Maxim perfectionné offrait une fiabilité remarquable à des cadences de tir élevées. Synchronisé avec l'hélice grâce au mécanisme de tir développé en urgence, il devint une arme redoutable entre les mains des pilotes de chasse alliés. Les A français lui durent plus d'une victoire décisive dans le ciel de l'Ouest. Le Lewis Gun américano-britannique trouva également sa place dans les cockpits français. Léger, fiable et doté de son chargeur circulaire caractéristique de 47 cartouches, il s'imposait naturellement comme arme défensive pour les observateurs et mitrailleurs des appareils d'observation et de bombardement. Refroidi par air grâce à son carter alvéolé distinctif, il fonctionnait remarquablement bien à haute altitude et par temps froid, une qualité cruciale pour l'aviation. Les équipages français qui l'utilisèrent lui accordèrent rapidement leur confiance. Moins courant que dans les forces britanniques, il n'en joua pas moins un rôle précieux dans les escadrilles d'observation et de chasse biplace. Le Darn Aircraft Machine Gun représente l'une des contributions françaises les plus originales à l'armement aérien de la Grande Guerre. Conçu par la manufacture d'Arnes de Saint-Étienne, ce système à bande souple se distinguait par sa légèreté exceptionnelle et sa conception mécanique novatrice. Particulièrement adapté aux exigences de l'aviation où chaque gramme compte, le Darn offrait une cadence de tir élevée dans un format compact. Bien que développé principalement vers la fin du conflit, il posa les bases d'une longue lignée d'armes aériennes françaises. Une réalisation remarquable, trop souvent éclipsée par les systèmes alliés plus connus. Colt Browning M1895, French Use. Bien avant que les États-Unis entrent officiellement en guerre, la France s'approvisionnait déjà en armes américaines. Le Colt Browning M1895, surnommé affectueusement « Potato Diguet », en raison de son levier sous le canon qui balayait vers le bas lors du cycle, fut adopté en nombre limité par les forces françaises. Chambré en 6 mm Lee pour certaines variantes exportées, il offrait une fiabilité satisfaisante comme arme de position secondaire. Son mécanisme à gaz, bien qu'inhabituel, fonctionnait de manière cohérente. Si jamais il ne supplanta le Hotchkiss M1914, il apporta un complément bienvenu à l'arsenal français dans les premières années du conflit. Maxim variant. La France ne fut pas insensible à la réputation du Maxim, l'arme automatique qui avait redéfini la guerre moderne. Plusieurs variantes du système Maxim furent évaluées par les autorités militaires françaises dans les années précédant et suivant le déclenchement du conflit. Si la France avait finalement opté pour la technologie Hotchkiss pour son armement principal, des exemplaires Maxim, notamment capturés à l'ennemi ou reçus de partenaires alliés, circulèrent dans les rangs français. Ces essais démontrèrent l'excellence indéniable du mécanisme Maxim, tout en confirmant la préférence française pour le refroidissement par air plutôt que par eau dans les conditions de la guerre de position. Hotchkiss Tank variant. Lorsque la France engagea ses premiers chars au combat en 1917, la question de l'armement embarqué se posa immédiatement. Les variantes du Hotchkiss adaptées pour usage en véhicules blindés constituèrent une réponse naturelle à ce besoin. Montées dans les tourelles des Renault FT et d'autres véhicules, ces versions modifiées conservaient la robustesse et la fiabilité du système Hotchkiss tout en s'accommodant des contraintes d'espace et de vibration propres aux blindés. Leur alimentation par bande rigide fut parfois repensée pour convenir aux environnements confinés.
Ces variantes blindées posèrent les fondements de l'armement des chars français pour les décennies à venir. Rebelle prototype concept. Enfin, terminons avec les concepts prototypiques qui allaient mener aux célèbres Rebelle de l'entre-deux-guerres. Dès la fin du conflit, des ingénieurs français travaillaient déjà sur les leçons apprises, notamment la nécessité d'une arme automatique robuste, fiable et adaptée aux véhicules blindés modernes. Ces prototypes conceptuels développés dans les derniers mois de la guerre ou immédiatement après l'armistice explorèrent de nouvelles configurations d'alimentation, des mécanismes perfectionnés et une ergonomie optimisée pour les équipages de chars. Bien qu'aucun n'ait abouti avant 1918, ces travaux préfiguraient directement le Mack Rebelle, la mitrailleuse qui allait équiper les blindés français durant la Seconde Guerre mondiale. Une vision d'avenir, née dans les cendres de la Grande Guerre.